je lui rends la politesse. Et donc, on rentre à partir de ce moment dans un engrenage, dans un système où on ne sortira pas indemne. Donc je pense qu'on a frôlé le pire, justement, et donc le dialogue, justement, aujourd'hui, le dialogue doit pouvoir se faire de telle sorte que, bon, qu'il y ait un gentleman agreement, en tout cas sur le modus operandi, sur les marges qu'il ne faut pas dépasser, les bornes qu'il ne faut pas dépasser en matière de pratique politique au Sénégal. Est-ce que vous considérez que ça devrait être un chantier pour les tenants actuels du pouvoir? Je pense qu'eux-mêmes, ils doivent engager ce chantier-là. Et d'autant plus que, bon, et je pense même qu'ils doivent le faire durant ce qu'on appelle la période de grâce. Oui. Parce que, bon, ils sont justement dans cette période-là de grâce. Ils doivent pouvoir engager, en tout cas, le processus pour que bon, si, lorsque l'opposition va s'organiser, parce qu'elle va forcément s'organiser, il y aura assez d'éléments pour s'organiser, pour faire de l'opposition, qu'elle le fasse, également qu'elle la fasse dans les normes du politiquement correct, quoi, pour m'exprimer ainsi. Et je pense que justement on parle de période de grâce, on est dedans. Oui, mais pourvu que eux aussi ils ne cherchent pas à réduire l'opposition à sa plus simple expression, l'opposition de maintenant. Oui. Parce que ça a été aussi un slogan bien repris quand le président sortant disait je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Oui. Est-ce que vous craignez quelque part que ce soit la même chose aujourd'hui pour les tenants actuels du pouvoir contre l'opposition? Je ne pense pas. Je pense quand même que Fabrice, on a quand même réussi une chose, c'est-à-dire que pour moi c'est une rupture. Parce que beaucoup d'analystes, d'ailleurs, bon, j'invite quand même les analystes à être, comment dire, à être prudents dans l'analyse du fait politique, parce que le fait politique, il est évanescent, il est difficile à saisir. Et donc, ce qui est rouge n'est pas forcément rouge, ce qui est noir n'est pas forcément en politique. Et donc, bon, les gens ont fait quand même beaucoup d'analyses qui se sont révélées fausses. Par rapport à même aux chances de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, le chance d'arriver au pouvoir. Oui. Et donc, ils cassent les codes. De toute façon, l'arrivée du président Diomaye Faye, du PASTEF au pouvoir, casse quand même beaucoup de codes. Il y a des choses qu'on ne pourra, à mon avis, qu'on ne pourra plus refaire. Parce que justement, c'est contre ça que les Sénégalais ont voté. Je pense qu'ils ont voté, en tout cas, contre une certaine perception de ce qu'on appelait arrogance des politiques, contre une certaine pratique de la politique, contre la vie chère aussi, voilà. Et je pense que il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas revenir. Je crois que bon, le Sénégal va quand même réussir à faire un bond à ce niveau-là sur les libertés. Vous avez entendu lors de la passation justement de service, lors de l'entrée en scène de M. Tine, du général Tine, au ministère de l'Intérieur, il a clairement dit que bon voilà, la police c'est la sécurité, voilà, mais c'est la sécurité publique, mais également donc la sécurité des hommes et des biens, quoi, mais également les droits de l'homme, quoi, surtout. Et il a insisté sur ce point-là. Droits de l'homme, moi c'est la première fois que j'entends le ministre de l'Intérieur en parler. Parler des droits de l'homme. Oui, des droits de l'Intérieur. Oui, et à sa prise de fonction. Donc ça veut dire que ces aspects-là, vont être pris en compte davantage, quoi. Et si les épreuves que nous avons vécues dernièrement servent à cela, à une prise de conscience réelle des problèmes et à un remodelage des choses, mais ça veut dire qu'on n'aura pas perdu autant d'êtres humains morts sur des morts qu'on aurait pu éviter, mais on ne les aurait pas perdus pour rien. Ça veut dire que le Sénégal, moi je vois le Sénégal s'inscrire peut-être dans faire un bond en avant sur ce plan-là. Sur ce plan. Alors, mais au plan quand même de la gestion des affaires, vous avez parlé du temps de grâce, et aujourd'hui il y a la vie chère, aujourd'hui il y a des éléments, par exemple le chômage des jeunes. Est-ce que vous pensez que ces choses-là méritent un temps de grâce?
Oui, de toute façon, les problèmes sont complexes et énormes. C'est un grand chantier. Moi, j'ai pitié des gens qui sont là parce que nous sommes sûrement... Ils ne font pas du bénévolat aussi, hein? Non, il ne faut pas du bénévolat. De toute façon, on les a élus. Le président Diomaye, vous savez, le président, il est le dépositaire de la souveraineté populaire. Hein? Bien sûr. Ce qui fait sa puissance, sa force, c'est une force qu'on lui a donnée. C'est pas Diomaye Faye intuitif personné, c'est l'individu, ce n'est rien du tout. Mais le président Diomaye Faye, c'est la personne qui est également, comment dire, on lui transmet. C'est comme si on vous injectait un liquide qui vous rend, comment dire, immortel ou en tout cas puissant. En tout cas, vous avez tous les pouvoirs. Il a tous les leviers. Bon, je pense qu'il a tous les renseignements aussi. Je pense qu'il s'en rend compte. Il a la bonne information parce que quand vous arrivez au pouvoir, vous êtes au contact avec la réalité. Hein. On vous donne des rapports, on vous donne des études et vous-même vous rendez compte que la tâche est monumentale. Et je pense que cette situation est d'autant plus difficile que, à mon avis, la période de grâce ne va pas être aussi longue que celle qu'on a connue avec l'arrivée de Maître Abdoulaye Wade au pouvoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, moi, en 2000, nous on était... Est-ce qu'on va dire Biden président Diomaye Pour le moment, c'est le cas. Mais on a dit de Wade, pendant la période de grâce de Wade a duré plus de 2 ans. Oui. C'est-à-dire, nous-mêmes, de la presse, on avait des problèmes pour travailler parce que chaque fois que vous écriviez quelque chose qui était contre le président Wade, à l'époque, bon, votre standard explosait littéralement. Et donc, ça a duré plus de 2 ans. Mais je pense qu'avec ce nouveau pouvoir, c'est une nouvelle réalité. Et cette réalité, à mon avis, découle même du fait que, découle de la façon dont ils sont arrivés au pouvoir. Ils sont arrivés aussi en mode fast-track, hein, parce qu'il y a 1 an, 2 ans, beaucoup de personnes n'auraient pas parié pour arriver au pouvoir. Les gens, bon, ils avaient dans leur camp des gens qui se battaient, mais voilà, ils sont arrivés très rapidement en usant de certains outils aussi, les nouvelles technologies, etc., les réseaux sociaux, et les voilà donc au pouvoir. Donc, ils sont arrivés de façon particulière. Hein. C'est pas comme Maître Abdoulaye Wade, bon, qui a quand même lutté, oui, voilà, pendant très longtemps. Et ils ont également promis beaucoup de choses. Ils portent sur leurs épaules beaucoup les espoirs du peuple. Hein. Et le peuple est assez pressé. Voilà, et donc moi je pense que la bonne pédagogie, ce serait d'expliquer aux populations que les problèmes sont là. Nous ne sommes pas là pour dormir, nous sommes en train de vouloir les régler, de poser des actes, hein, déjà, de poser des actes qui peuvent rassurer les populations pour que quand même que les gens puissent attendre. Parce que moi je ne pense pas que des choses puissent se faire, que des résultats, bon, vraiment tangibles, puissent être là avant 2 ans. C'est pas possible. Donc, 2 ans. Oui, moi, bon, en tout cas, c'est que tous ceux qui connaissent un peu l'État, comment ça fonctionne et tout, parce qu'il faut prendre le train, il faut d'abord faire fonctionner la machine. Et il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, qu'il faut maîtriser. Et déjà, bon, on a quand même un gouvernement qui est là. Bon, moi, j'ai vu les CV, qui sont des CV intéressants. Bon, vous prenez même le ministre des Affaires étrangères qui a quand même, bon, une bonne expérience aux Nations Unies, UNIFEM, etc. Vous prenez le ministre des Infrastructures également, qui me semble bon, même des Finances également, etc. Et tout. Bon, mais le ministre des Finances, son discours ne rassure personne. Oui. En disant que bon, ben, écoutez, l'avenir n'est pas aussi clairsemé que ça en termes de coût de la vie.
Oui. Parce que là aussi, ce discours-là ne doit pas ne fait pas peur. Oui, mais bon, je pense quand même que les nouvelles autorités ont l'obligation quand même de dire la vérité. On ne peut pas dire toute la vérité aux gens, mais au moins... Est-ce qu'ils peinent à ce niveau quand même, à votre avis? Je crois que oui, mais ils n'ont pas peut-être toutes les informations, mais en tout cas, ils ont aujourd'hui une grande masse d'informations qui leur permettent aujourd'hui de dire les choses aux populations. C'est-à-dire que sur la masse salariale, sur des questions de masse salariale, sur également le financement du développement, parce que le développement, de toute façon, ça se finance et il ne tombe pas du ciel. Si vous n'avez pas assez de recettes pour financer la construction de routes, la construction d'écoles ou pour créer des emplois, parce que les emplois aussi, ça ne se crée pas sur un coup de baguette magique. Il faut un cadre et l'État n'est pas un outil pour créer des emplois. Ça aussi, il faut que les populations le comprennent. L'État ne peut pas créer des emplois. L'État crée le cadre. C'est aux populations de comprendre cela ou c'est aux autorités d'expliquer cela aux populations? Ils ont l'obligation d'expliquer ça aux populations, à mon avis. Ils ont l'obligation de... Parce que il faut aussi recadrer les choses. Parce que plus vous promettez, plus vous créez de l'appétit. Et lorsque vous décevez l'appétit des gens, parce que vous leur dites que ça va venir, ils se rendent compte que ça ne vient pas. Et à partir de ce moment, ça peut créer quand même de la tension.